Quel levier est-ce que Galtier va actionner pour dire bon les gars, c'est important, il faut qu'on presse, il faut que tout le monde se déchire. Je vois pas trop comment ce message peut passer. Je pense que le talent à Lyon, c'est pas ce qui a manqué. On a eu parmi les joueurs les plus talentueux de notre histoire sur les dernières saisons. Quand tu regardes les gars qu'on a eu, ce qui a manqué à Lyon, c'est vraiment l'état d'esprit. Les gars qui ont vraiment envie de porter le club plus que leur carrière. Ok, ouais, il y a de l'instabilité à Marseille, mais déjà ça fait un petit peu partie de l'identité du club. Même Longoria en a parlé en conférence de presse. Je crois que mes 3 compiles de joueurs préférés, c'est Bergkamp, Zidane et Busquets. Je me suis jamais fait une compile de Busquets. Je vais le faire directement après notre appel. Salut tout le monde, épisode 2 de Raconte ton foot, le format dans lequel on va recevoir des célébrités qui n'ont rien à voir avec le football, mais qui adorent ce sport quand même. Et pour continuer l'aventure, on a Willou aujourd'hui. Bon, tout le monde le connaît, c'est limite moi qui devrais être présenté à côté de lui. Je sais pas combien d'abonnés, il y a plus de 400 000 abonnés. Tout va bien, la vie est belle pour toi? 454. 454. Tout va super, écoute, moi c'est un plaisir d'être là. J'ai enfin ma call interview, donc tout va bien, écoute. Non, pour de vrai, je suis vraiment content de t'avoir parce que, comment dire, ça fait des semaines qu'on me demande de t'avoir dans une émission. Ça va me permettre de te connaître un peu mieux et aux peu de personnes qui ne te connaissent pas, de te connaître un peu mieux. Donc, c'est cool. On va commencer par une présentation un peu classique. Du tac au tac, on met du rythme comme les footballeurs à l'entraînement. Et tu vas voir, normalement, les questions, elles sont hyper faciles. Ok. Non. Willou. Ta profession. Youtubeur. Ton club de cœur. Lyon. Depuis toujours? Ouais. Wow. Ok. Joueur préféré. Dennis Bergkamp. Je suis un amoureux de Tottenham, tu commences mal. Voilà, l'attention est en train de Mais mettre comment dans est-ce les qu'on peut ne pas aimer Dennis Bergkamp, même en tant que Spurs? J'avoue, je vais le confesser tout de suite, j'étais dingue de Dennis Bergkamp. Super joueur, il n'y a rien à dire, on ne peut pas cracher dessus. Et bah justement, le club que tu détestes. Aucun club que je déteste. C'est même pas de la langue de bois. J'ai pas de sensation forte de haine contre un club. Tous les clubs m'intéressent. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais il n'y en a pas que je déteste. Ok. Bon, pour en connaître un peu plus sur ton amour du foot, comment c'est né, comment c'est arrivé dans ta vie, comment ça a chamboulé un peu ta vie, je vais te faire rentrer dans la rubrique Raconte ton foot. Pareil, question-réponse. Si tu as une anecdote pour étayer un peu ton propos, c'est bienvenu. Et la première question, elle te met directement dans le thème. Comment tu es tombé amoureux du foot? Est-ce que c'est un match? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce que c'est un joueur? Comment c'est arrivé? C'est une très bonne question. J'ai pas vraiment de réponse. Je pense que c'est plein de choses en même temps, mais en 2002, il y avait la Coupe du Monde. On a sorti les télés dans la cour de récréation. En même temps, mon école primaire a organisé un petit tournoi des classes. En même temps, c'était une très bonne année pour l'OL et dans la foulée, je suis allé voir mes premiers matchs au stade à Gerland, Lyon-Rosenborg en Ligue des Champions, 5-0, et puis Inter de Milan 3-3 qui était absolument fou. Donc, je dirais que c'est sur un été et sur cette période-là, le foot est entré dans ma vie et n'en est pas vraiment sorti. La pauvre performance des Bleus n'a pas handicapé cet amour du foot. Pas vraiment, écoute, j'ai bien aimé quand même la Coupe du Monde. Je me souviens que, donc moi, je sais pas pourquoi, j'étais un peu fasciné par les gardiens et après, je suis devenu gardien en club et peut-être la grande performance et la grande Coupe du Monde d'Oliver Kahn a joué. J'aimais bien aussi Rustur Esber, le Turc. Je sais pas, je pense que j'avais pas de sentiment patriotique français très fort. C'était juste le plaisir du jeu et la fête de la Coupe du Monde qui m'a parlé, je pense. Mais Ouais. l'OL, dans la foulée, a bien aidé. D'accord. Bon, dans l'actu, on parle beaucoup du meilleur joueur français. Alors, on va faire appel à ton sens du patriotisme et voir si ça s'est développé en toi. Le meilleur joueur français, selon toi, aujourd'hui, dans l'histoire, Ah, de l'histoire. qui s'arrête à aujourd'hui, qui c'est? Ça se joue sans doute entre Platini, Zidane, Copa. J'ai envie de dire Zidane, mais je pense que si j'avais un petit peu plus de bagage historique, si j'avais vécu cette période, je pense que je dirais plutôt Platini. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire Zidane, c'est devenu presque un réflexe? Tu sais, aujourd'hui, on demande qui c'est le meilleur joueur de foot, on dit Zidane tout de suite. Parce que quand tu compares, et je parle pas de mon avis à moi, mais quand tu compares au trophée, à la durée de la performance ou à l'importance côté leader dans un club, c'est pas forcément le nom qui me vient en premier. Alors, pourquoi toi, tu dis Zidane? C'est intéressant parce que effectivement, peut-être que c'est pas le plus vaste des palmarès. En même temps, c'est peut-être la même raison pour laquelle je t'ai dit Bergkamp tout à l'heure, une question esthétique tellement Ouais. puissante
et qui met tout le monde d'accord. Moi, j'ai beaucoup parlé à des personnes à l'étranger. Tout le monde me dit que son joueur préféré, c'est Zidane. Même des Anglais pur jus. Il y a vraiment un truc avec Zidane qui est purement esthétique, quoi. Et quand t'aimes ce sport, c'est que t'aimes le jeu. Et quand t'aimes le jeu, t'es forcément admiratif de ce que fait Zizou. Et je crois que mes trois compiles de joueurs préférés, c'est Bergkamp, Zidane et Busquets. Et je crois que les trois ont en commun un sens de l'élégance tellement fort, tellement fin. Et l'élégance, ouais, c'est le foot. Je me suis jamais fait une compile de Busquets. Je vais le faire directement après notre appel. Je te C'est une conseille, très, ouais. très bonne idée. Je t'enverrai les meilleurs. Ouais, c'est une très, très bonne idée. Le meilleur joueur du monde actuellement, à l'instant T. Ouais, Kylian Mbappé, je pense. Disons que là, à l'instant T, bon, c'est le mercato estival, quoi. Donc, c'est dur de savoir. Sur la fin de saison dernière, tu as envie de dire Karim Benzema. Ouais. Mais qui va être encore une fois extraordinaire cette saison, sur lequel tu placerais tes pions, ce talent brut tellement démentiel, bah ouais, Mbappé est quand même assez fou. Donc peut-être que ça se joue entre les deux, et ça j'en parlais aussi à quelqu'un. Je me demande quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il y a eu deux joueurs du même pays qui étaient assez facilement les deux meilleurs joueurs du monde. Tu vois, top 1, top 2. Ouais. Peut-être que tu mets Benzema devant Mbappé, peut-être que tu mets Mbappé devant Benzema, mais je sais pas, sur la deuxième partie de saison dernière, je pense que pas mal de personnes s'accordaient à mettre les deux aux deux premières places. Et j'avais eu une petite discussion sur Twitter avec des gens, et peut-être on revenait à début des années 2000, peut-être Ronaldo, Ouais. Ronaldinho peut-être. Tu vois, bon, il y a eu une fantastique Espagne, mais même à l'époque de la grande Espagne, Xavi Iniesta, bah, tu avais Messi, genre le podium du Ballon d'Or, Xavi Iniesta sont dessus, mais la première place, elle est pour Messi. C'est cool pour nous. Et bon, il y en a d'autres qui font partie de la conversation pour sûr, mais ouais, c'est cool pour nous. C'est vrai que j'étais en train de chercher qui. C'est un très bon sujet de discussion. Bah, du coup, moi, j'étais Qui. plutôt sur Van Basten Rulit. Je pense que ça, c'est assez certain. Ouais, ça Mais remonte, bon, hein. là, on commence à remonter un petit peu. Ouais, ça remonte quand même. C'est dingue ce que. Et ça, on ne le met pas assez en avant, quelque part. C'est vrai, tu as raison. On est les médias, ils nous bassinent tous les jours avec Mbappé Benzema. Et c'est rare qu'on savoure que ces deux-là soient français. Ouais, peut-être. Ouais. Bien vu. Bien vu. Le plus beau match que tu as vu cette saison? Forcément, un des matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, je pense. Ouais. Peut-être celui contre Chelsea, avec les deux buts à Stamford Bridge, avec les deux buts de la tête extraordinaire de Karim. Celle quasi de l'extérieur de la surface, l'autre tout en contrôle. Ouais, ce match m'a beaucoup parlé. Il est au-dessus de City. Non, celui-là est fou aussi, et toute l'épopée est dingue. Même ceux contre Ouais. le Paris Saint-Germain sont extraordinaires. C'est dur de choisir un match, mais j'avais bien aimé celui-là. Ok. Le souvenir foot le plus douloureux que tu aies connu? Assez facile, je pense que c'est contre le Milan AC à Saint-Siro, l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions sur un but à la 88e de Pippo Inzaghi. Bon, finalement, on perd le match 3-1, mais on était à ça d'aller en demi-finale. Ça aurait été la première de notre histoire. Derrière, on en a fait deux autres. C'était la seule année où on pouvait véritablement la gagner. Je pense qu'en demi, en 2010 et en demi, à l'époque où on fait le Final Four là, contre le Ouais. Bayern, on n'avait pas la qualité pour gagner la Ligue des Champions, alors qu'en 2006, ouais. Tu la considères comme étant cette demi-finale-là, tu considères qu'elle a été plus apportée que au PSV, par exemple? Ce quart de finale, tu veux dire Ouais, ce quart de finale. Est-ce que ouais. tu considères que la demi, du coup, était plus apportée que face au PSV? Le truc, c'est que en quart contre l'AC Milan à San Siro, la qualification, elle file des frissons. Enfin, ça Ouais. aurait été un truc, même une performance dans l'absolu qui était dingue, était si proche de le faire, alors que contre le PSV Eindhoven, même si c'est terriblement frustrant aussi, et les deux sont dans mon top 2, bah peut-être que s'il faut hiérarchiser contre le PSV, déjà c'est la première fois que ça se produit. Bon, t'es éliminé en quart l'année d'avant contre Porto, mais disons que c'est la première fois que tu as un crève-cœur. Contre l'AC Milan, c'est la deuxième fois. C'est vraiment un peu type comme les Parisiens qui se prennent remontada sur remontada. Tu vois, au bout d'un moment, t'en peux plus. Mais surtout, je dirais que contre le PSV, il n'y a eu aucun moment ou peut-être quelques minutes où tu étais qualifié. Et enfin, tu vois, tu arrives à la séance de tir au but, tu sais que la séance de tir au but, bon, ça peut aller dans les deux sens, alors que là, c'est le fameux but à l'extérieur de Ligue des Champions, où sur un seul but, tu passes de qualifié à éliminé. Ouais. Et ouais, du coup, ça, c'est ce qui a fait le plus mal. Donc, tu fais partie de ceux qui regrettent pas trop que cette règle ait disparu? Si, je pense plutôt. Moi, j'aimais Ouais. bien justement le fait que c'est le seul moment en foot où une unité de score
te fait passer de défaite à victoire. Là, ça ajoutait une dramaturgie quand même hyper particulière. Le fait que cette règle ait été enlevée, ça participe aussi d'une forme de sécurisation des gros, parce que ceux qui en profitaient le plus, c'était les petits qui pouvaient se qualifier en faisant 2 matchs nuls. Je le sais parce que Ouais. l'OL, on l'a régulièrement fait, notamment contre la Juve il y a 2 ans, je crois. Mhm. Donc voilà, moi j'étais plutôt triste que la règle ait disparu. Après, ça ne nous a pas empêché de vivre une Ligue des Champions extraordinaire niveau scénario. Donc bon, C'est peut-être que vrai. ça ne jouera pas tant que ça. Bon, la dernière question, elle est un peu particulière. En gros, je vais te donner 5 critères. Et sur ces 5 critères, tu peux les prendre, les piquer à n'importe quel joueur qui existe. Exemple, pied gauche, Messi. Ok. Le premier critère, c'est le jeu de tête. C'est marrant parce que cette année, j'ai fait un tweet en mode Karim Benzema a le meilleur jeu de tête du monde, justement après le match contre Chelsea, pendant le match contre Chelsea. Si je devais prendre le jeu de tête d'un seul joueur, je pense que je prendrais Cristiano Ronaldo. D'accord. La vitesse. Bah, ça se joue entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. C'est très très serré. On va dire Erling Haaland. D'accord. Le sens du but. Bah écoute, là j'en ai 3 en tête. J'hésite entre Inzaghi justement, peut-être Trezeguet qui est dans la surface, c'est un délire, et Van Nistelrooy. Je pense qu'Inzaghi, il y a que là que je peux le citer, donc je vais dire Inzaghi. Ouais. C'est à mon avis, il n'y a que là que tu peux le citer. L'argent. Le plus riche, Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, parce qu'il possède, te donne plus envie qu'un autre? je pense que ce qui est le plus intéressant par rapport à ça, c'est peut-être l'argent et le rapport à l'argent en même temps. Ouais. Disons que je préfère, je préfère être multimillionnaire, hein, ça c'est sûr, mais entre quasi milliardaire et pas avoir une notion enfin, avoir un rapport à l'argent qui est très consumériste, pas forcément comment moi je vois l'argent, tu vois, et quelqu'un qui est seulement multimillionnaire, mais qui je sais pas, l'utilise mieux. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment d'exemple de joueurs qui ont ce genre de personnalité par rapport à l'argent. Donc pour sécuriser, je vais dire celui qui a le plus gros compte en banque. Et je crois que c'est Ronaldo aussi. Ouais. Quelqu'un qui utilise très bien son argent, il y a Mathieu Flamini, dont beaucoup ignorent Ah, l'activité, mais il est plutôt ouais. malin, le monsieur. Il est plutôt malin, le monsieur. Ouais, et puis en Euh, plus, ça lui fait vivre une carrière intéressante ouais. en biochimie, en Et top la technique. reconversion, Non, elle est c'est bien. incroyable. Pour ceux qui ignorent tout ça, allez vous renseigner. C'est incroyable, la reconversion de Mathieu Flamini. Le dernier point, c'est le sens du dribble. Alors, derrière ça, je m'explique vite fait. Il y a le dribble brut à la Neymar, il y a le dribble très efficace, sobre à la Messi, et il y a la vista, la classe qui te parle beaucoup des Zidane, Bergkamp et compagnie. Bah écoute, pour Bergkamp, pour moi, c'est plus la manipulation de l'espace. C'est le dribble, l'élimination. Bien sûr, ça fait partie de son répertoire, mais c'est aussi être dans la bonne zone, voir. Bergkamp, c'est l'espace, quoi. Donc, si je devais dire vraiment sur la pure faculté d'élimination, je pense que Kylian Mbappé, parce qu'il est capable d'être très dynamique depuis une position statique. Tu vois, il peut vraiment exploser depuis un départ fixe, quoi. Et Ouais, en même temps, lancer il est inarrêtable aussi. Ouais, je pense que c'est dur de trouver aujourd'hui un meilleur, un dribbleur plus complet, quoi. Dribbleur ouais. face à un bloc bas comme dribbleur en transition. Donc, ouais, peut-être Kylian. Le Neymar de 2015 était pas mal. C'est sûr, ouais, c'est clair. Il était pas mal aussi. Bon, on va passer à la dernière partie de cette interview et je t'avoue que je t'attends sur ce point-là parce que j'ai hâte d'entendre ton avis. On va en discuter un peu. Je te propose 2 sujets d'actualité à chaque fois. Il y aura trois discussions possibles, mais je t'en propose 2 à chaque fois et tu choisis lequel tu veux. D'accord? Le premier sujet, tiens, on va se consacrer à ton club de cœur, c'est l'OL. Les retours de Lacazette, le retour de Tolisso, ton avis un petit peu sur ce que ça peut donner, est-ce que tu as peur du flop ou pas? L'autre sujet, c'est le rachat du club, le rôle qui va disparaître petit à petit de Jean-Michel Aulas. Lequel des 2 sujets tu vas aborder? Écoute, on va partir avec le cœur et plutôt la case Tolisso. Bon alors, il y a eu la reprise récemment et il y a eu pas mal de réactions positives. Il y avait beaucoup d'enthousiasme autour de leur retour à ces 2-là. Et pour moi, c'est 2 cas très différents. Alors, le premier que j'aimerais aborder avec toi, c'est Alexandre Lacazette. Situation un peu particulière à Arsenal où beaucoup disaient que c'était un des meilleurs joueurs qui arrivait à mettre le plus de liants dans les attaques du jeu des Gunners. Et d'autres qui disaient il est dépassé, c'est 4 buts en première ligue et on a plus fort que lui, il faut recruter à ce poste-là quand même pour la saison d'après.
Toi, est-ce que le voir revenir à l'OL, c'est vraiment une plus-value ou est-ce que c'est plus le lien du cœur qui fait qu'on le rappelle? C'est une énorme plus-value. Écoute, sur l'aspect terrain, technique, il faudra juger sur pièce. Maintenant, l'OL a tellement besoin de ce surplus de mentalité, a tellement besoin de se construire une identité collective. Je pense que le talent à Lyon, c'est pas ce qui a manqué. Le talent individuel sur les dernières saisons, c'est pas ce qui a manqué. On a eu parmi les joueurs les plus talentueux de notre histoire sur les dernières saisons. Quand tu regardes les Mhm. gars qu'on a eus, qui certains n'ont pas manqué sur l'aspect sens du collectif et esprit de gagne, etc. Mais tu vois, on a eu tellement de super, super talents. Nabil Fekir, Tanguy Ndombele, les meilleurs moments de Tanguy Ndombele, c'est juste, ça aussi, c'est des compilations extraordinaires. Lucas Mhm. Paqueta, il fait 3 mois où il est le meilleur joueur du championnat de loin. Donc le talent, Mhm. c'est pas ce qui a manqué à Lyon, c'est vraiment l'état d'esprit, la mentalité, des gars qui souffrent vraiment quand tu perds, qui ont vraiment envie de porter le club plus que leur carrière. Mhm. Donc, de ce point de vue-là, Lacazette, c'est peut-être la meilleure recrue que tu pourrais faire. Maintenant, c'est sûr, et bien sûr, à la fin, c'est le terrain qui parle. Et il va falloir qu'il soit ce leader par l'exemple. Tu vois, c'est être une voix dans le vestiaire, c'est bien, mais pour ça, il faut jouer et il faut bien jouer. Si tu veux inspirer, si tu veux être un référent, il va falloir Mhm. que la production soit bonne. Donc ça, j'attends de voir. Écoute, je sais que sur la fin, Arsenal, c'était pas le meilleur Alexandre Lacazette. Maintenant, il est dans un contexte qui connaît, qui va pouvoir influencer. J'imagine que le fait de revenir là à Lyon, tu reviens forcément avec un niveau de motivation qui est extrêmement fort, non seulement parce que c'est ton club, mais parce que aussi tu rétrogrades d'un rang sur Mhm. l'échiquier européen. Donc, Mhm. c'est pas comme si tu étais arrivé. Là, quelque part, tu dois repartir, tu dois réenclencher le moteur. Donc, ouais, le terrain, personne ne peut dire, on verra. Mais ce que ça signifie et l'apport pour construire une équipe, pour construire un état d'esprit, c'est inestimable. Je suis très, très content de cette recrue. Alors, en contre-argument, parce qu'il faut que je te donne des contre-arguments, je suis Ouais. là pour ça. En contre-argument, j'ai le problème d'Embélé, qui fait partie des choses qui sont plutôt dans le positif. Il fait partie des joueurs qui ont plutôt performé la saison dernière. Il a eu le brassard de capitaine, il a marqué des buts. Je crois que c'est 21 buts sur la saison dernière. Donc, il fait partie des bonnes nouvelles de la saison dernière. Est-ce que lui mettre Alexandre Lacazette, pour les raisons que tu me dis là, c'est-à-dire leadership, et insuffler ce côté gagne, victorieux, etc., c'est pas un petit peu à contre-courant par rapport à ce que tu avais déjà qui fonctionnait l'année dernière? Écoute, déjà, avoir plusieurs attaquants de qualité, c'est jamais un luxe. C'est vrai. L'OL peut aussi jouer à deux. Lacazette et ou Dembélé peuvent aussi se blesser. Si tu ambitionnes de faire une bonne saison et d'accrocher les places de Ligue des Champions, deux bons numéros 9, c'est pas du luxe. Donc déjà ça. Ensuite, je dirais que ouais, Dembélé fait une super saison, super Mm. seconde partie de saison surtout. Il fait donc 21 buts en Ligue 1, mais il y en a 17 sur la phase retour. Il me plante sur quasiment tous les matchs de fin, notamment contre Porto. Maintenant, je ne sais pas s'il a les capacités mentales pour être ce référent, ce leader, et c'est particulièrement important dans cette zone du terrain. Si tu veux faire genre ce sur quoi Peter Bosz va être jugé et ce sur quoi le travail de l'Olympique Lyonnais va être jugé, si tu veux implémenter de la pression, il te faut cet état d'esprit collectif. Et Dembélé, bon, je ne le connais pas personnellement, mais pour moi, il n'incarne pas vraiment ça. Donc, sans doute que lui, au fond de lui, euh, bah, bien sûr a envie que son équipe performe, bien sûr est attaché à la performance collective, mais je ne le vois pas trop incarner ça sur le terrain. Tu vois, Ouais. tu me dis capitaine, ouais, c'est vrai, il finit la fin de saison capitaine, mais comment ça s'est traduit? Je veux dire, Lyon n'a pas été très performant collectivement sur la fin de saison, on n'a pas Non. senti une identité, un état d'esprit collectif. Donc voilà, je pense que ça, c'est un point intéressant. Le capitaine, à Lyon, tout le monde a eu le brassard. Sur les dernières années, C'est tout le vrai. monde a eu le brassard. C'est Lopez a eu vrai. le brassard, Denayer a eu le brassard, Aouar a eu le brassard, Dembélé a eu le brassard, Memphis a eu le brassard, entre autres. Donc, il te manque ce référent. Tu vois, Dembélé qui est en fin de contrat dans un an, quoi qu'il arrive, qui va partir. Je pense pas que ce soit ça sa qualité principale, alors que la casette peut te l'amener et te l'amener sur plusieurs saisons. Bon, Tolisso, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur, j'adore sa qualité technique, j'adore son esprit combatif au milieu de terrain. J'aime beaucoup de choses chez lui. La seule chose que j'aime pas, et c'est le gros défaut, Les c'est sa blessures. fragilité. C'est sa fragilité. L'année dernière, c'est 21 matchs disputés avec le Bayern, alors qu'on parle d'un coach qu'il adore, qui voulait qu'à militer pour le garder dans l'effectif. Mais parce que de l'autre côté, il y a 17 matchs manqués pour 6
Blessures. Dans les blessures, il y a Covid qui est revenu 2 fois, mais il y a des blessures quand même sérieuses. Est-ce que l'OL n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied avec ce recrutement qui est certes hyper bon en termes de qualité de joueur sur le terrain quand il est disponible, mais qu'on retombe dans ce qu'on a pu voir avec Gourcuff ou ce qu'on a pu voir parfois avec une infirmerie un peu pleine? Est-ce que c'est pas dangereux, Tolisso? Alors déjà, quel est le risque? Tu vois, il arrive libre, tu l'as vendu 40 millions d'euros il y a quelques années, tu payes un salaire, ok, mais même si il ne devait jouer que la moitié des matchs, c'est la moitié des matchs où tu as un super milieu de terrain en plus dans ton effectif. Pour sûr, ce que tu dis, ça me parle totalement. Moi, c'est ce que j'ai signalé en premier dans mon analyse de la situation. Évidemment, les blessures. Je crois qu'il joue au total peut-être 30% des minutes de Ouais, son époque au Bayern. ouais. Bon, un truc intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il est revenu de ses blessures, il a rejoué. Tu vois, il n'a pas été, il n'a pas disparu à cause de ses blessures. Et ça, je pense que ça parle sur sa qualité, ça parle sur son Mhm. niveau d'investissement et ça parle sur son rapport avec ses entraîneurs, qui était toujours très bon. Donc, notamment Nagelsmann, même, qu'il aimait beaucoup. Ouais. Donc, moi, je vois un super professionnel, je vois un milieu de terrain de la qualité et surtout du profil que l'OL n'a pas dans son effectif. Je vois Mhm. un gars qui est attaché à la performance collective, qui revient du Bayern, un immense club, avec cette culture de la gagne. Et ce qu'il a dit en conférence de presse, moi j'adore l'idée de avant, on était fort contre les forts, mais on était faible contre les petits. Au Bayern, j'ai appris que même le 17e, même l'Arminia Bielefeld, il fallait leur mettre 5-0. Bon, tu vois, ça c'est quelque chose que le vestiaire a besoin Oui, d'entendre et a besoin de construire. Donc, à c'est vrai, nouveau, c'est je vrai. vois beaucoup, beaucoup de points positifs. Bien sûr, il y a le risque des blessures, mais ça fait partie du jeu. S'il n'y a pas ce risque des blessures, jamais tu le récupères. Donc, l'OL C'est vrai. doit connaître sa place aussi et il faut pouvoir prendre des petits risques. Le deuxième sujet que je te propose d'aborder, c'est soit l'arrivée de Christophe Galtier au PSG, et j'ai vu tes vidéos sur la question, donc je t'avoue que j'ai bien envie de te poser des arguments, et la gestion des coachs à l'OM, parce que on a l'impression que c'est chaque année la même chose. On part avec un projet qui est prometteur, finalement, au moment de repartir, il y a de la discorde, la direction, l'entraîneur, c'est pas trop d'accord, et bah, il y a eu Villas-Boas, il y a eu la Sampaoli, il y a eu Bielsa, bref, on va pas faire le détail maintenant, mais à quoi joue l'OM, comment, à quoi c'est dû et qu'est-ce que ça t'inspire? Quel sujet tu choisis? Écoute, un mot rapide sur l'OM peut-être, parce que je vais choisir le sujet Christophe Galtier. Mais moi, je suis pas forcément contre le choix de Tudor. J'en ai fait une vidéo. Je pense que ça peut être intéressant pour plein de raisons différentes. Et Ouais. j'ai envie de dire que l'instabilité sur le banc de touche, ok, ouais, il y a de l'instabilité à Marseille, mais déjà, ça fait un petit peu partie de l'identité du club. Même Hmm. Longoria en a parlé en conférence de presse. Et honnêtement, l'instabilité sur les bancs de touche, à moins que tu sois Liverpool ou Manchester City, tous les bancs de touche d'Europe sont instables. Donc, j'ai envie de dire que ça fait un peu partie du truc. Mais partons sur Galtier parce que je sens que tu as envie d'en parler. Ouais, mais l'OM aussi m'intéresse, je t'avoue. Parce que là, tu me dis l'instabilité, c'est vrai, c'est une vérité, mais c'est rare que chaque fois qu'un coach atteint son objectif, il décide de partir de lui-même. Surtout que c'est pas comme s'il partait pour signer forcément dans un club plus gros. La majorité d'entre eux partent et ne savent pas où ils vont. C'est quand même, c'est interpellant quand Mais même. quand tu dis la majorité, quoi, c'est arrivé avec Bielsa et Sampaoli. Villas-Boas s'est fait Ouais, virer. Villas-Boas, ça se fait pas sur la rentrée, mais il y a déjà de la discorde avec le départ du directeur sportif Zubizarreta à l'époque, où on sent que lui, il est déjà sur le départ et finalement, ça finit par s'arrêter. Il y a quand même, c'est interpellant de voir qu'un coach qui réussit sa saison, qui est dans les objectifs largement, parce que je suis pas sûr que tout le monde signe que l'OM sera deuxième en fin de saison quand on entame la saison dernière, c'est interpellant quand même. Je ne sais pas si je dessinerais tant que ça une tendance par rapport à ça, parce que Bielsa a ses raisons qui lui appartiennent. Sampaoli, vraisemblablement, voulait quelque chose que l'OM n'est pas capable d'offrir. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas la faute de l'OM qu'il ne puisse pas recruter Griezmann ou Renato Sanchez. Donc, ouais, il y a une discordance régulièrement entre la vision des entraîneurs, la vision du club, mais peut-être que déjà, je pense qu'il y a une logique qui est propre à chaque entraîneur. Et ensuite, peut-être que c'est un moment particulier de l'histoire de l'OM aussi qui se Mhm. reconstruit pas trop mal, je trouve, Ouais. mais avec des moyens qui sont, pour le coup, voilà, c'est plus en progression, quoi. Tu vois, c'est petit à petit, on ajoute des touches.
on sort quand même d'une période, tu vois, si tu regardes les 2, 3 dernières années de l'OM, progressivement, ça sort d'une période Oui, oui, oui. avant qui était nettement plus compliquée, encore plus instable, notamment au niveau de la performance. Donc peut-être que le diagnostic était encore plus vrai il y a un moment. Ouais, Maintenant, j'ai l'impression que, tu vois, le fait que Sampaoli claque la porte, ça parle plus sur Sampaoli que sur Marseille, je trouve. d'accord. Bon, Galtier, j'ai vu que tu étais un peu mitigé sur l'arrivée. Et t'es pas le seul. Je pense que c'était partagé par la majorité des suiveurs du club jusqu'ici. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la surprise, il y a eu plein de choses. Je t'ai vu avoir des doutes sur la capacité du coach à gérer ce vestiaire-là, à instaurer ce climat là un petit peu de sérieux, intransigeance, etc. et d'obtenir des résultats avec le PSG parce que jusqu'ici, c'est quand même la plus grosse marche de son histoire en tant qu'entraîneur. Donc, c'est normal et légitime qu'on ait des doutes. Est-ce que tu estimes que les Thomas Tuchel, que Pochettino, qui sont arrivés sur le banc du Paris Saint-Germain, avaient une énorme longueur d'avance sur Christophe Galtier quand il signe au PSG? Qu'est-ce que tu entends par là? Par leur histoire en tant que coach, par les résultats qu'ils ont obtenus et par le prestige du club dans lequel ils étaient, est-ce que tu trouves qu'il y a une énorme différence quant à la pertinence de leur nomination au poste du PSG? Bah, disons que c'est différent parce que c'est pas trop par rapport à ce qu'ils ont fait. Enfin, pour moi, Galtier, le problème, c'est pas tant le CV, entre guillemets, qui serait pas assez bien garni, etc. Tu vois, tu parles de Tourelle et Pochettino, c'était des approches totalement différentes que celles Mhm. que veut mettre en place Galtier. Donc, c'est plus ça, c'est est-ce que la vision Galtier peut fonctionner au PSG? Et tu vois, peut-être que là, on parle de Galtier, et effectivement, je suis pas forcément convaincu par la nomination, mais peut-être on pourrait dire exactement la même chose si Conte avait été nominé ou si Félix Magath avait été nominé. Mhm. Tu vois, Mhm. c'est plus l'idée qui vient apporter au Paris Saint-Germain là. Je ne sais pas qui serait capable de l'amener. Donc, Tourelle, pour moi, il y avait plus de chances que ça marche parce que c'est la caninothérapie, parce que c'est la proximité avec les joueurs, parce que c'est en tirer le meilleur en étant proche d'eux. Ouais. Pochettino, il avait pour lui, même si il était pris, c'était un peu la transition entre les deux, parce qu'il était pris pour son Tottenham presseur, très collectif. Tu vois, il y avait déjà cette idée qu'il fallait devenir un petit peu plus moderne. Il avait pour lui l'hispanophonie. Tu vois, il pouvait tout de suite avoir un lien privilégié avec le contingent hispanophone et la clique hispanophone du Paris Saint-Germain. Ouais. Galtier, je ne sais pas trop quel levier il va pouvoir actionner pour dire, OK, les gars, il faut qu'on presse, il faut que tout le monde se déchire sur le terrain, même quand on joue, parce que tu vois, si Paris veut être performant en Ligue des Champions, ça veut dire qu'il faut réussir à mettre en place le même plan de jeu basé sur la pression, basé sur l'intensité sans ballon. Ce plan de jeu, il faut pouvoir le mettre en place en Ligue 1, parce que tu ne vas pas arriver du jour au lendemain contre le Ouais. Bayern, contre Manchester City, et mettre en place Mhm. quelque chose que tu ne mets pas en place semaine après semaine. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce plan de jeu, il va falloir le mettre en place au Parc des Princes contre Auxerre, à Ajaccio. Et quel levier est-ce que Galtier va actionner pour dire, bon les gars, je sais que là, c'est un match qu'on peut gagner 4-0 en étant vraiment très serein et en limitant notre niveau d'effort. Mais non, c'est important, il faut qu'on presse, il faut que tout le monde se déchire. Tu vois, je vois pas trop comment ce message peut passer. Lui qui, en plus, maîtrise que le français, ouais, qu'est-ce qu'il va faire vraiment pour que ce message Ouais. passe? Parce que oui, on sait D'accord. que Galtier, il est censé être l'incarnation de ce message, mais avoir cette idée, c'est bien, mais être entraîneur, c'est pas avoir des idées, c'est faire exécuter tes idées, réussir à les transmettre à ton Oui, c'est vrai. collectif. Il a sans doute les idées qu'idéalement il faudrait à Paris, mais moi c'est pas ça la question, c'est comment est-ce qu'il peut les implémenter. Je sais pas, toi qu'est-ce que tu en penses? Parce que peut-être que tu es d'un avis un peu différent, comment est-ce que tu sens la chose? Je t'avoue que je suis un peu dans, je dirais pas la stupéfaction parce que c'est un peu fort, mais dans l'expectative, je dirais. Parce qu'en gros, moi, je trouve que la logique, elle est pertinente. C'est-à-dire cette idée de la direction de vouloir changer un peu de cap parce que la calinothérapie, comme tu dis, on l'a essayé avec plusieurs coachs différents, que ça n'a pas marché, qu'on est arrivé à des joueurs qui sortaient un peu trop du cadre professionnel parfois, des joueurs qui sont absents à des moments clés ou des joueurs qui refusent de faire certaines choses. On n'a pas senti un esprit
l'esprit équipe, et c'est souvent ce qui a été reproché au Paris Saint-Germain aussi, de ne pas donner cette impression de groupe uni qui va à la guerre, comme on a pu le voir avec le Real Madrid cette saison notamment. Changer de direction, parce que c'est changer Galtier, mais c'est aussi amener Campos. Je trouve que c'est au moins tenter quelque chose de différent qui n'a pas été tenté par le passé dans ces ampleurs-là et qui peut envoyer un message important aux joueurs présents, aux futurs recrues et aux supporters quant à ce qui est attendu de la part des joueurs. Est-ce qu'il va réussir à le mettre en place en Ligue 1? J'avoue, j'ai un gros doute. Je suis comme toi. Et ça aurait été Conte, ça aurait été n'importe qui d'autre. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si le PSG est suffisamment dans la difficulté en Ligue 1 pour mettre en place ces idées de jeu-là. Au moins, je trouve qu'avec ce genre de profil, tu caches une case que tu n'avais jamais essayé avant. Si on avait mis un mec comme Zidane, alors je suis emballé, mais en même temps, je me dis, bon, bah, d'accord, on met Zidane, mais Tourelle, c'était la calinothérapie, Pochettino, c'était la même chose, Ancelotti, même si je trouve qu'il a été viré trop tôt pour les mauvaises raisons, c'était la même chose. Du coup, avec Zidane, je m'attends à un crash, même si tout le monde aurait mis l'espoir sur c'est Zidane, ça peut faire de l'or. Là, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Mais je trouve de manière générale qu'on est un peu dur avec Galtier et avec ce qu'est en train de mettre en place Campos, où je trouve que ça a l'air pertinent. Maintenant, je suis dans le monde des bisounours, je t'ai vu. Pour moi, Zidane, ouais. Carrément, pour moi, il y a deux entraîneurs qui peuvent réussir avec cet effectif-là à Paris, c'est Zidane et Ancelotti. Parce que les deux ont en commun un énorme charisme et eux, ils ont des leviers qui peuvent actionner avec des joueurs qui sont pas forcément biberonnés à la contre-pression. Tu vois, Ancelotti met son bras sur l'épaule de Neymar. Ça a plus de poids que quand Tuchel le fait. Ce gars-là a une fibre avec les grands joueurs. Enfin, j'ai fait une vidéo où j'en parlais. Et à la fin, je finis sur... merci. À la fin, je finis sur l'énumération des grands joueurs qu'a coaché Ancelotti. On peut tourner le problème à l'envers. Quel grand joueur n'a pas été coaché par Ancelotti? Il y a genre 50 ou 60 noms, que des noms extraordinaires. Ce gars a vraiment une fibre avec les grands joueurs. Et si tu veux réussir à tirer quelque chose de cet effectif, c'est peut-être l'effectif le plus galacticos presque de l'histoire. Messi, Neymar, Mbappé ensemble, même d'autres. Je ne vois pas de meilleure solution qu'un gars qui a prouvé saison après saison que c'était ça son terrain de jeu, c'était ça sa spécialité. Et tu vois, Ancelotti, peut-être qu'à une époque au Paris Saint-Germain, ça a moins bien marché. Et encore, honnêtement, c'est pas vraiment ça l'histoire. C'est plus que lui se sent pas soutenu par sa direction parce qu'ils lui mettent la pression sur un match de phase de groupe de Ligue des Champions qui est caduc, qui sert à rien. Et lui sent pas ce rapport-là au PSG et décide de se barrer en fin de saison. En plus, l'effectif était totalement différent. Tu vois, donc voilà, c'était impossible d'attirer Ancelotti cet été-là. Mais Zidane, peut-être the next best thing, ou peut-être même équivalent en fonction de comment tu vois les choses. Ouais, pour moi, ça avait de vraies chances de marcher avec cet effectif-là. Donc peut-être que Galtier, c'est le bon coach pour le PSG, mais je dirais pas pour ce Paris Saint-Germain-là. Peut-être qu'avec Campos, dans 2-3 ans, là, tu commences à faire la révolution, tu commences à faire ta mutation et tu reviens sur des joueurs plus modernes, plus disposés à faire les efforts. Tu reviens sur des joueurs qui sont un peu comme, je sais pas, le matériau qui a à disposition Tuchel à Chelsea, tu vois, Kai Havertz, Mount, tu vois, des gars qui ont en eux cette propension et cette envie de faire les efforts pour jouer un football très moderne. Peut-être que là, ça peut marcher avec Galtier, mais là, avec cet effectif-là, j'ai du mal à voir les choses. Mais bon, on n'est que le 8 juillet, il y a encore tout un mercato à faire, beaucoup de choses peuvent changer d'ici là, on verra. C'est vrai. Bon, Willou, je te laisse tranquille. Merci. Non, c'était bien. On peut continuer encore 2 heures, hein, si tu veux. Je sais. J'avoue, c'est toujours un plaisir de parler foot, mais il va falloir quand même que je te laisse tranquille. Merci en tout cas de m'avoir donné un peu de ton temps. Et puis, c'était cool de te découvrir comme ça, parce que je te découvre par tes vidéos que je suis très régulièrement, mais t'avoir en face à face comme ça, c'était sympa. Merci pour tout. C'était vachement bien parce que donc, là, ça fait 5 ans que j'ai monté la chaîne. J'ai fait quelques interviews à gauche à droite, raconter mon parcours, etc. Je l'ai fait 1 million de fois, ça me saoule en fait. Tu vois. Parler foot, vraiment rentrer dans les dossiers, vraiment rentrer dans les détails, avoir une vraie conversation, et que ça c'est le mieux. Donc là, l'heure est passée très très vite. Bah, c'est top. Tant mieux si tu as pris autant de plaisir que moi les autres. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et on continue de kiffer le foot ensemble. Allez, ciao.